Bonjour à tous, ravi de vous retrouver et bienvenue au podcast Santé pour tous de TDM Santé Innove. Dans ce nouveau numéro, nous abordons une maladie qui touche de plus en plus de jeunes adultes. C'est une maladie auto-immune et invalidante dont les femmes sont les plus exposées. Elle est définie comme pathologie inflammatoire chronique qui évolue par poussée et rémission. Nous parlons de la sclérose en plaques. Cette maladie neurologique est en augmentation en Algérie dont le nombre est estimé à près de 20 000 patients. Une maladie qui constitue un véritable fardeau qui pèse sur le patient, la famille et la société. D'où l'importance d'un diagnostic précoce et une prise en charge précoce. Pour en parler et en savoir plus, nous avons l'honneur de recevoir Professeur Smaïl Daoudi, chef de service de neurologie au CHU Tizi Ouzou. Bonjour Professeur Daoudi. Bonjour Madame Courta, merci pour cette invitation et très honoré d'être aujourd'hui avec vous pour parler effectivement d'un sujet qui nous tient tous à cœur, donc entre autres la sclérose en plaques, qui est malheureusement une maladie, comme vous l'avez si bien dit, du sujet jeune. Absolument. Donc, nous parlons de la sclérose en plaques, qu'on a l'habitude de nommer la CEP. Est-ce que la sclérose en plaques, justement, fait peur? Donc, pour revenir à ce mot que vous avez utilisé, moi, je vais revenir à une approche un peu différente. S'il y a bien une chose qui a complètement changé dans le domaine ou dans l'univers des maladies neurologiques, pour ne pas dire uniquement l'univers des maladies neurologiques, mais en médecine, c'est bien les approches et les concepts qu'on avait par rapport à cette maladie qui jadis, quand je dis jadis, il y a à peu près 30 ou 40 ans, on avait pratiquement peur de cette maladie parce que dès qu'on citait le mot CEP, donc on voyait apparaître une chaise roulante ou des patients jeunes, invalides, justifiant de l'aide ou pratiquement délaissés sans traitement. Donc effectivement, cette maladie ne fait plus peur, comme cela fut pendant des années, grâce à ces avancées sur le plan de la compréhension des mécanismes inducteurs de cette maladie, que ce soit sur le plan de la physiopathologie, de l'immunologie, et bien évidemment grâce au progrès qu'a connu la médecine, et entre autres la neurologie, pour une identification réelle et positive de cette maladie à des stades beaucoup plus intéressants. Justement, pour mieux comprendre le mécanisme, qu'est-ce que c'est que la sclérose en plaques? Comment se manifeste-t-elle? Quel est ce mécanisme qui ramène à avoir ce trouble neurologique qu'on pourra peut-être expliquer de manière très claire? Oui. Alors, en gros, donc cette sclérose en plaques ou cette maladie inflammatoire du système nerveux central dite SEP est une maladie donc qui touche la myéline. La myéline, c'est une couche qui recouvre la fibre nerveuse, mais au fait, elle permet une accélération de la transmission nerveuse. C'est-à-dire que quand vous devez faire un geste, bouger un membre, marcher, manger, regarder, vous avez une certaine transmission de l'influx nerveux qui obéit à certains paramètres. Et chez ces patients-là, à cause de mécanismes un peu complexes, cette vitesse de transmission de l'information est ralentie jusqu'à ce que cette vitesse n'existe plus. Donc on voit que ces patients font des événements qui ont tendance à régresser parce qu'il y a une capacité à un certain moment de récupérer cette perte de myéline, donc ce qu'on appelle la remyélinisation, pour la bonne et simple raison qui c'est qu'à ce stade, cette perte de la myéline ou cette faiblesse de la vitesse de transmission est due à des agressions inflammatoires pures. Alors que ces mécanismes qui se répètent plusieurs fois sans être pris en charge peuvent aboutir à la lésion de ce qu'on appelle le squelette du nerf, c'est-à-dire l'axone. Et à ce stade-là, les lésions peuvent être irréversibles. Et c'est pour ça que cette maladie, on la définit pratiquement maintenant sur le plan standard, sur le plan des données immunophysiopathologiques, sur deux paramètres. Donc il y a un paramètre qui est inflammatoire, c'est vraiment de l'inflammation, qu'on appelle inflammation focale, qui est pratiquement, qui a des patterns anatomiques qui touchent certaines régions du cerveau, qu'on voit à l'IRM, qu'on peut détecter au niveau du liquide céphalorachidien, qu'on peut détecter très facilement, et un deuxième paramètre qu'on appelle inflammation compartimentalisée, donc qu'on ne voit pas de façon plus évidente comment on voit cette inflammation, mais qui est, elle, source de cette dégénérescence et de cet handicap. Donc le point qui a été bouleversant dans cette approche, c'est que ces deux inflammations coexistent à des périodes différentes. C'est vrai qu'au stade initial, c'est la prédominance de cette inflammation focale qui traduit plutôt une atteinte de l'immunité adaptative, donc c'est les lymphocytes B, les lymphocytes T. Et cette immunité, cette inflammation compartimentalisée qui fait appel plutôt à une inflammation qui est située au niveau du système nerveux central, à contrario de cette inflammation focale qui existe au niveau du sang. Donc ceci vous renvoie au fait
à comprendre même les thérapeutiques qui sont actuellement utilisées, mais surtout à dire que cette inflammation du système nerveux central qui est compartimentalisée, pendant très longtemps, on se disait, oui, il n'y a rien à faire. Mais déjà, le fait de dire que c'est une inflammation qui se voit au niveau des structures méningées, où il y a des dépôts dans certaines structures, a ouvert la porte et l'espoir pour une meilleure approche sur le plan thérapeutique. Effectivement, mais paradoxalement, on parle de maladies dégénératives, mais qui touchent le sujet jeune. Qui est réellement touché? Pourquoi particulièrement les femmes? Et voilà. Tout à fait, tout à fait. Alors, donc, le terme de maladie dégénérative qui a été utilisé pendant un siècle pour décrire cette forme, ou plutôt cette maladie, est pratiquement maintenant pas abandonné. Mais on explique cette dégénérescence qu'elle est probablement liée à de l'inflammation d'un autre type, mais elle peut être aussi secondaire à l'inflammation qui est au niveau du sang. Donc, c'est ça le premier point. C'est qu'il y a un continuum entre cette inflammation focale qui existe au niveau du sang, périphérique avec cette implication des lymphocytes B et T, et cette neurodégénérescence qui traduit une inflammation qui est compartimentalisée au niveau du système nerveux central, donc qui n'a pas les mêmes paramètres biologiques, donc c'est surtout la microglie qui appartient au système de l'immunité innée, mais qui n'a pas les mêmes fonctionnements que ce qu'on a au niveau du sang. Et la barrière hémato-encéphalique qui sépare ces deux mécanismes est probablement ne devient plus étanche et s'ouvre lorsqu'il y a des agressions qui sont répétées. Donc, en gros, cette maladie qui touche principalement la femme, donc probablement, comme beaucoup de maladies auto-immunes, il y a un lien entre l'immunité et les hormones. Ceci est connu même dans les autres maladies inflammatoires. Et de deux, à travers toutes les études dans tous les territoires, on va dire, décrits sur le plan épidémiologique et géographique sur la planète. Donc, entre autres, il y a un monsieur qui s'appelle Ebers qui avait fait les fameuses incidences. Donc, on s'est rendu compte que non seulement la femme, depuis un siècle, était décrite comme beaucoup plus touchée que l'homme, mais que ces dernières années, cette incidence a augmenté. Donc, on s'est dit, est-ce qu'il y a encore un effet cumulatif de l'usage des contraceptifs? Est-ce que c'est l'usage cumulatif d'autres moyens de soins? Donc, beaucoup de paramètres sont encore en faveur probablement de cette augmentation, de cette dichotomie en matière du ratio homme-femme en faveur de la femme. Donc, il y a une meilleure compréhension un peu de cette maladie qui est quand même évolutive. Et vous dites que beaucoup d'hypothèses sont posées aujourd'hui pour se demander, parce qu'auparavant on disait que elle est d'origine inconnue, on ne le sait pas. Mais est-ce que la génétique a un rôle à jouer dans cette... Alors, sur le plan de l'éthiopathogénie, si je reviens à ce que vous disiez à l'instant, c'est qu'on sait que maintenant, dans le cadre de beaucoup de maladies inflammatoires, et tout particulièrement la sclérose en plaques, il y a plusieurs hypothèses qui ont été évoquées. Mais ce qui est retenu maintenant, c'est qu'on sait qu'il y a eu ce qu'on appelle un trigger, c'est-à-dire qu'il y a un facteur déclenchant. On incrimine actuellement un virus qu'on appelle l'Epstein-Barr, qui est un virus qui se voit dans la population générale, qui provoque des infections banales. Mais chez certaines personnes, donc ce virus de l'Epstein-Barr, il peut attaquer la myéline, cette fameuse myéline, et il peut être dans le sang, et la réaction de l'organisme, comme il a une structure qui peut ressembler à la myéline, au lieu d'attaquer cette Epstein-Barr, il va attaquer sa propre myéline. C'est pour ça qu'on dit que la sclérose en plaques est induite par une réaction lymphocytaire autoréactive, c'est-à-dire que c'est ses propres anticorps et ses propres lymphocytes qui vont attaquer ses propres organismes, et particulièrement la myéline, et on parle donc de cette rupture de tolérance immunitaire. Le deuxième élément, c'est qu'on pense que dans 70% des facteurs incriminant les paramètres environnementaux de la sclérose en plaques, donc cette histoire virale, l'obésité, le sel, beaucoup de paramètres sont impliqués dans l'éthiopathogénie ou la genèse de cette maladie. Il y aurait ce qu'on appelle une susceptibilité génétique, pas une génétique au sens mendélien du terme, comme l'hémophilie ou comme la myopathie de Duchenne, c'est-à-dire une transmission mendélienne, non, c'est une susceptibilité génétique qui se rajoute à ce terrain environnemental qui fait que certains patients, donc on va revenir à cette notion, cette définition de l'épigénétique, donc le mot juste, c'est épigénétique, qui fait que on peut avoir un risque de développer plus la maladie quand on a des gènes de susceptibilité. Alors moi, pour expliquer mieux ça, c'est quand vous prenez deux frères jumeaux homozygotes qui ont la même susceptibilité, donc qui ont le même patrimoine génétique,
L'un, il peut faire la sclérose en CEP et l'autre pas. Donc, le risque de faire une sclérose en plaques quand on a le même patrimoine génétique, donc quand on a une CEP familiale, c'est à peu près de 25%. Donc, vous voyez qu'il ne faut pas affoler la population dans le sens qu'il y ait un risque de génétique majeur. Mais quand il y a un contexte familial, il faut prendre en considération ça pour le conseil, voire pour le dépistage s'il y a des signes. Justement, donc on peut retrouver dans une même famille deux personnes qui peuvent avoir la sclérose en plaques. Donc, c'est vrai que c'est à peu près 1%, voire parfois jusqu'à 1 pour 200, mais j'explique encore une fois et j'insiste, c'est de la susceptibilité génétique et à condition, c'est ça l'épigénétique. En fait, l'épigénétique, c'est l'expression d'un gène pathologique quand les conditions sont favorables. Si vous permettez, je vais expliquer juste ce que c'est. Oui. Quand on a un gène pour un cancer, par exemple un cancer du poumon, on a 2 gènes pour le cancer du poumon, de susceptibilité. Si on fume, si on fait de l'asthme, si on fait des bronchopneumopathies, on accélère les facteurs prédisposants chez les membres de la famille, chez un frère par exemple, donc on a un risque d'expression du cancer. Mais si on a un frère malade et le deuxième frère, on le prend très tôt, on lui explique qu'il faut éviter de faire des infections pulmonaires, il faut éviter le tabac, il faut faire attention aux maladies respiratoires, etc. Donc non seulement on risque de réduire et de faire disparaître le risque de développer le cancer chez le frère, mais on risque de faire disparaître même la prédisposition génétique aux descendants. C'est ça qu'on explique en matière d'épigénétique, dans le sens où le conseil par rapport aux facteurs environnementaux permet de faire un message même pour la descendance. Oui, donc là, on a bien compris, vous l'avez très bien expliqué, professeur Daoudi, donc le mécanisme et comment déjà cette maladie intervient. En termes de symptômes, comment on peut reconnaître rapidement, parce que vous nous l'avez expliqué à plusieurs reprises dans des conférences, qu'on confond parfois la CEP à d'autres pathologies neurologiques. Aujourd'hui, comment se manifeste cette maladie? Alors, certains experts déjà, durant les années 70, et là je rends hommage à mes maîtres, donc le professeur Aïd Kassi, le professeur Attal, le professeur Saad Louise, tous nos maîtres nous avaient appris un mot à l'époque, ils disaient la grande simulatrice. Au fait, avec le recul, je me suis rendu compte que, après mes consultations, mon vécu un peu relatif, direct avec je me rends compte qu'ils avaient raison parce que souvent de fois, les patients au début viennent avec des symptômes auxquels on ne pense pas faire le lien avec la sclérose en plaques. C'est vrai que les symptômes, on va dire phares connus pour la sclérose en plaques, je vous donne des exemples de thèses qui ont été faites en Algérie. Dans un quart des cas, par exemple, c'est les baisses de l'acuité visuelle. Le malade ne voit pas bien d'un œil. Il va voir l'ophtalmo, donc l'examen ophtalmo est normal. Donc, j'ai juste une petite anecdote. Donc, le malade ne voit rien et l'ophtalmo non plus. Donc, parfois on ça peut passer renvoie à côté, surtout que ces symptômes, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, peuvent régresser spontanément. Donc, déjà, voilà une des sources d'errance diagnostique. Donc, une fois que le symptôme a disparu, le patient est dans la nature alors que la maladie évolue de façon silencieuse. On peut avoir des troubles sensitifs, donc des fourmillements, surtout des phénomènes aggravés par la chaleur, ces troubles de l'équilibre à la marche. On peut avoir des troubles sphinctériens, donc une urgenturie, on peut avoir plutôt une urgenturie, des troubles génitaux, on peut avoir une fatigue. Oui, cette fatigue qui est présente pratiquement dans 80% des cas. Donc il faut s'inquiéter quand bien il y a une sûr, comme fatigue. beaucoup de maladies auto-immunes, dès qu'il y a une dysrégulation du système immunitaire, il y a certaines protéines et certains neurotransmetteurs qui sont libérés dans l'organisme et ces patients-là rapportent vraiment cette fatigue et cette asthénie. Il y a un autre paramètre aussi sur lequel on ne se penche pas. Donc, en plus de ces troubles moteurs, de ces troubles sensitifs, de ces troubles visuels, de ces troubles de l'équilibre, il y a les troubles cognitifs. Donc, c'est des patients qui ont des troubles cognitifs parfois qui peuvent augurer la maladie, comme ils peuvent aussi apparaître tardivement. Et vous l'avez si bien dit, je pense que j'anticipe, tous ces symptômes peuvent interférer d'abord sur le plan du diagnostic, parce que ça peut être source d'errance, mais après on le verra, ça peut être aussi des sources de retentissement sur la qualité de vie des patients. On va revenir. Tout à l'heure, je citais le nombre, en fait, la situation épidémiologique aujourd'hui. Je ne sais pas si vous, au sein de la société savante, vous avez des statistiques par rapport au nombre de patients, peut-être les incidences et à la prévalence. Moi, j'avais donné le nombre de 20 000. Vous m'avez dit, ça ne reflète pas vraiment la réalité. Où on en est aujourd'hui en Algérie? Alors, il y a des travaux qui ont été faits dans notre pays. Il faut rendre hommage à nos aînés. Donc, depuis à peu près une vingtaine d'années, il y a des travaux de thèse, il y a des travaux de statistiques. On a plutôt des statistiques hospitalières. Mais depuis 2020, donc la Société algérienne de neurologie et de neurologie physiologie clinique a intégré un organisme international qui s'appelle MS Épidémiologie. En fait, c'est un organisme international de l'OMS
qui s'intéresse à avoir des données à travers le monde sur les approximations en matière de nombre pour un peu classer les pays, voir là où il faut faire des efforts pour améliorer, on va dire, l'équité dans les soins. C'est très important, on reviendra tout à l'heure. Donc, il y a eu un travail qui a été fait en 2020, puis en 2023, il y a eu un deuxième travail. Donc, effectivement, la SANC en 2023 avait participé donc avec des données grâce aussi aux collègues des mouvements associatifs à élaborer un travail avec la sécurité sociale pour un chiffre approximatif. Donc, à l'époque, on parlait déjà d'une prévalence d'à peu près d'au-delà de 40. Mais en 2024, donc, il y a eu un deuxième travail qui a été lancé pendant une année, donc, auquel la Société algérienne de neurologie et de neurophysiologie clinique a participé. Donc, encore un petit coucou au professeur Tobal et au professeur Noua et aux collègues du comité inflammatoire. Donc, on a collaboré par rapport à des fichiers, mais aussi à l'association algérienne, donc dans le président M. Birouk. On a collaboré avec le MS Épidémiologie et actuellement, on sait que la prévalence, une estimation de la prévalence est au-delà de 50 pour 100 000 habitants. Mais ce qui est intéressant, donc même si ça reste de l'estimation, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en quelques années, grâce aux travaux qui ont été faits par les collègues, que ce soit les publications, les communications, les travaux internationaux, nous avons été classés parmi les 35 meilleurs pays à avoir travaillé sur la promotion et l'amélioration donc du diagnostic. Et c'est pour ça qu'on a été retenu dans le cadre du MS Épidémiologie parmi les 30 pays qui ont donné des chiffres d'incidence, on va dire exacts, puisqu'on parle actuellement à peu près de 25 000 cas de patients. Mais il faut juste savoir pourquoi je vous ai dit que, parce que le gros souci dans les 25 000 cas, peut-être qu'il y en a plus, et c'est partout dans les pays, que ce soit européens ou américains ou d'Afrique, c'est qu'il y a un nombre de patients qui ont des formes bénignes, donc qui ne consultent pas et qui ne sont pas diagnostiqués, sans oublier donc des formes tardives aussi qu'on n'a pas inclus dans. Donc c'est pour ça que lors de notre dernière réunion avec la présidente de la Société algérienne de neurologie neurophysiologique et des collègues donc de MS Épidémiologie, on a mis la barre minimale de 25 000 cas en Algérie. En Algérie, qui risque aussi d'augmenter, oui, par exemple, dans les prochaines années. Exactement. J'imagine que ça va être un peu comme... C'est le facteur environnemental. Voilà. On ne vit pas différemment à Alger qu'à Paris sur le plan de l'alimentation ou sur le plan... Il y a beaucoup de paramètres sur lesquels maintenant, j'ai envie de dire, les femmes d'Alger vivent pareillement que les femmes de Paris ou de Londres. Ou de... aussi la vitamine D, oui. le manque, la carence en vitamine D serait incriminée. Vous ne l'avez pas cité comme un des facteurs. Tout à fait, un des facteurs environnementaux peut-être majeurs, mais il faut juste savoir que la vitamine D est un anti-inflammatoire. C'est-à-dire l'implication de la vitamine D. Je vais vous donner deux exemples, comme ça les gens vont... Elle est impliquée dans toutes les maladies auto-immunes. Parce qu'on s'est rendu compte que le gène qui code pour les carences en vitamine D a été un gène qui a été retrouvé chez des patients qui ont de la susceptibilité pour la sclérose en plaques, chez des patients qui ont de la susceptibilité pour la colite ulcéro-hémorragique, pour des maladies intestinales, pour la polyarthrite rhumatoïde. Donc, il faut comprendre que la vitamine D dans le sens carence, certes, mais aussi dans le sens de l'inflammatoire. C'est une cytokine pro-inflammatoire. Donc, le fait qu'on ait des vitamines D basses est un paramètre indiquant qu'il y a une activité inflammatoire silencieuse et qu'il faudra prendre en charge. D'ailleurs, il y a actuellement des traitements, elle est considérée comme un traitement de première intention pour les formes légères de sclérose en plaques, de toute façon systématique, surtout chez des patients qui ont des risques de convertir vers une sclérose en plaques, ça pourrait ralentir ce risque de conversion. Très très bien, donc on a très bien compris un peu donc la maladie qui est quand même lourde, assez lourde. Comment elle est vécue justement par les patients? Je pense que, et je vous remercie, merci pour ça, la sensibilisation qui est faite à travers les médias et grâce au travail qui est fait par les associations, par les sociétés savantes, par les collègues des autres sociétés, que ce soit la médecine physique, la pédiatrie, la médecine interne, l'ophtalmologie. Donc tout ça a permis de revoir un peu différemment cette maladie, comme je vous l'avais si bien dit tout à l'heure, qui était une maladie qui était un fardeau. Parce que réellement, l'impact sur la personne, l'impact sur l'entourage, et j'ai envie de dire est lourd. Et depuis quelques années, et tout particulièrement cette année, puisque les sociétés savantes internationales, y compris la Société algérienne de neurologie et de physiologie clinique, a participé à ce slogan, donc à l'occasion de la journée mondiale de la sclérose en plaques, naviguez tous
Oui. contre la sclérose, Navigating Together Donc, je rappelle que Against la MS. journée mondiale, donc, elle est célébrée chaque année le 30 mai de chaque Exactement, année pour exactement. sensibiliser un peu à cette maladie, Donc, pour un meilleur diagnostic et pour une meilleure prise en tout charge. à fait. Donc, naviguer tous contre cette pathologie passe par trois, on va dire, dogmes principaux. Le premier, comme vous venez de le dire si bien, c'est le diagnostic précoce. Alors, je vais dire un mot sur le diagnostic précoce. Comment les choses Avant ont qu'on changé. arrive là, c'est juste un peu nous dire comment vivent ces patients, cette D'accord. maladie, comment vous les voyez quand ils arrivent chez vous, d'autant plus que c'est une maladie évolutive. Oui. On a expliqué que qu'elle agit en rémission et en poussée en rémission, mais elle est évolutive. Mais comment vivent ces patients? Très bien. Vous nous avez déjà raconté Oui, je beaucoup vais vous de cas de raconter patients un vécu. comment sont Oui. Alors, voilà. ces patients-là, souvent, c'est des patients jeunes. Donc, qui ont 17, 18, 19, 20 ans. Donc, vous imaginez annoncer à un jeune qui a 20 ans ou à une étudiante ou à un étudiant qui commence sa vie, qui a des projets de vie, qui a des projets professionnels. Souvent, c'est pas évident. Donc, l'annonce du diagnostic est une étape capitale. C'est pour ça Justement. on travaille en collaboration avec des psychologues, avec beaucoup de gens pour cette première étape qui n'est pas toujours évidente. Et pour le patient lui-même et pour la famille. Parce que l'impact, il est direct, mais il est aussi Autour, oui, pour toute la les famille. parents. La deuxième des choses, c'est la stigmatisation de la maladie. Quand on utilise le terme sclérose en plaques, il y a une chose qui sort directement dans le visuel des gens, que ce soit le malade lui-même ou la famille, c'est la chaise roulante. Donc, il y a un impact terrible sur l'imaginaire de ces patients par rapport au devenir. Troisième élément, et c'est ça la chose la plus importante à gérer, qu'on essaye de gérer, c'est que ces patients-là, il y a une autostigmatisation. La vie s'arrête pour ces gens-là. C'est-à-dire, dans leur tête, le fait de déclarer à ces patients-là qu'ils ont une sclérose en plaques, c'est une vie qui est finie. Donc, il y a une autostigmatisation par le fait que ces gens-là pensent qu'ils ne vont plus compléter leur cursus scolaire pour des adolescents. Ils ne vont plus faire leurs études universitaires. Ils ne vont plus espérer avoir un boulot. Ils ne vont plus penser à faire des familles. Et tout ça, donc tout s'écroule. Oui. Et ça renvoie à une prédisposition sur une maladie déjà où on peut avoir des troubles cognitifs, parce que cette maladie déjà, elle peut toucher des zones où on peut avoir des troubles cognitifs, rajouter à ces effets réactionnels, donc de l'anxiété, de la dépression. Je vais peut-être ouvrir une petite parenthèse, mais je vais casser un tabou. Parfois, il y a des jeunes qui se suicident. Ouais. Donc, vous voyez qu'il y a un impact terrible, et je vais encore transcender ça, même quand on annonce ça à des gens qui ont la trentaine ou qui ont commencé une activité professionnelle, il y a malheureusement un impact, je parlerai peut-être tout à l'heure de l'impact sociétal, mais un impact personnel, parce que ces gens-là peuvent avoir des petits troubles sphinctériens. Si vous permettez, je vais raconter une petite histoire. Oui, donc, bien sûr. je recevais une patiente qui avait pas de gros déficit moteur, mais elle avait des petites fuites urinaires et elle avait des petits troubles cognitifs. Elle occupait un bon poste dans une administration, et cela, d'abord, elle s'était auto-stigmatisée parce qu'elle se sentait gênée, donc elle ne pouvait plus assister aux réunions. Et les collègues, quand ils ont su, du moins ses responsables, quand ils ont su ça, bon, je me permets de le dire, cette femme n'a jamais pu accéder à des promotions et n'a jamais... Donc, il y a de l'autostigmatisation parce qu'on développe de l'anxiété et de la dépression, mais autant il y a ça. Le deuxième élément, puisque vous parlez de femmes, mais aussi d'hommes, c'est des patients, à la limite, quand ils sont dans un environnement propice et compréhensif, il y a des gens qui les accompagnent, mais il faut le dire que c'est l'une des causes de divorce dans notre pays. Oui. Donc, que ce soit pour l'homme et pour la femme. Donc, bien que c'est un peu plus pour la femme, on va le dire, on va rendre hommage aux femmes algériennes. C'est très rare où une femme algérienne abandonne son mari atteint de sclérose en plaques. C'est une expérience personnelle. À contrario, ce qui est décrit dans les sociétés occidentales. Absolument. Donc là, c'est quand même un paramètre sur lequel il faut revenir. Donc il y a une étape, cette étape d'annonce diagnostique, mais l'impact, comme vous l'avez dit, il est parfois vécu comme un drame familial. Vous avez souligné tout à l'heure quelque chose de très important, c'est l'annonce. Comment se fait cette annonce justement? C'est un des éléments essentiels dans la prise en charge. Comment elle se fait aujourd'hui chez nous? Alors, je pense que les choses ont évolué. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a un beau papier qui a été publié sur Le Monde en 2014. Je vous ai dit, c'est probablement l'une des maladies qui a le plus bénéficié en matière d'études, de travaux, d'expression, mais aussi
comme il y a eu ça, donc il y a eu en parallèle côté... des gens qui ont travaillé, donc il y a un impact psychologique. Donc nous, dans tous les services de neuro à travers le territoire national, je parle d'expérience algérienne, il y a des neuropsychologues, parce qu'on s'occupe de mémoire, et ces neuropsychologues, dans la sclérose en plaques, on leur fait des tests. Donc on a l'avantage d'avoir des psychologues et des orthophonistes, et on les forme dans le cadre de la sclérose en plaques. Je parle de l'exemple de mon service. Donc la psychologue qui travaille avec moi, Dr Kharbouch, quand on doit annoncer le diagnostic à la patiente, donc on explique ce qu'on a trouvé avec les collègues sur le plan clinique, biologique et radiologique, mais il y a une étape où la patiente doit passer par la psychologue, non seulement pour lui faire les tests, pour voir est-ce qu'il y a une atteinte cognitive, mais aussi pour lui expliquer la maladie, le vécu de la maladie, et à la limite, préserver cette réserve cognitive, lui expliquer l'intérêt de ne pas stresser pour ne pas altérer cette réserve cognitive. Donc il y a un travail qui est fait avec l'ergothérapeute, avec le psychologue, avec le kinésithérapeute. Donc c'est un travail d'équipe pour d'abord cette annonce diagnostique, comme vous l'avez si bien dit, qui est probablement une des étapes les plus difficiles que vivent les patients et leurs parents. Absolument, tout à fait. D'ailleurs, c'est là où on veut dire, donc c'est un fardeau aujourd'hui qui pèse lourdement sur le patient, sur la famille, sur la société, et aussi un fardeau économique qui nécessite toute une ressource humaine pour pouvoir le prendre en charge, d'où l'intérêt d'un diagnostic précoce. Comment doit se faire justement? Comment peut-on faire pour aller vers un diagnostic précoce? Peut-être des consensus, peut-être des recommandations? Alors, tout à fait. Donc, il y a un terme qui est sorti à l'American Academy of Neurology, qui a été retenu aussi par la Fédération mondiale de neurologie en matière de sclérose en plaques, mais aussi en matière d'autres maladies. Je ne parlerai pas de l'Alzheimer ou autre. C'est le paradigme préventif. Vous imaginez, en 2025, on veut dire à des patients qu'on peut arrêter votre maladie. Donc il y a un message d'espoir qui est génial. Et ce paradigme préventif passe par cette première étape, donc à savoir le diagnostic précoce. Je vous explique un exemple tout simple. Les nouveaux critères diagnostiques de la sclérose en plaques, qui viennent d'être publiés en 2024, stipulent qu'on décrit maintenant des formes de sclérose en plaques asymptomatiques. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, cette inflammation focale qui est initiale, en dehors de cette progression indépendante, touche les sujets jeunes. Et chez ces sujets jeunes, on s'est rendu compte que cette progression indépendante, elle est très faible quand on est jeune. Elle augmente avec l'âge. Donc le fait de diagnostiquer très précocement, ça veut dire qu'il y a de l'inflammation. Et l'âge, il y a de l'immunité, il y a de la défense immunitaire. Surtout chez les femmes. Surtout chez les femmes, c'est le premier point. Le deuxième point, et c'est ça qui est capital, c'est qu'on a inclus dans les critères diagnostiques ce qu'on appelle les syndromes radiologiquement isolés. On peut faire le diagnostic d'une sclérose en plaques grâce à un IRM ou à une ponction lombaire. Mais l'exemple d'IRM est spectaculaire. Je viens de recevoir un jeune de 18 ans qui est handballeur. Les parents sont venus me voir parce que son médecin généraliste, le patient a fait un match de hand, il est tombé sur la tête. Ils ont fait un scanner qui était normal. Je ne sais pas, il a eu des petits vertiges parce que ça peut exister après un léger traumatisme. On fait une IRM et on trouve des hypersignaux. Et ce patient, les parents sont venus me voir pour me demander avis. C'est un syndrome radiologiquement isolé. Donc il répond aux critères. Pourquoi je raconte cette histoire? Parce qu'il y a une étude qui vient d'être publiée il n'y a pas longtemps, qui a étudié le fait de diagnostiquer ces patients au stade de radiologiquement isolé, qui a commencé en 2018, un monsieur qui s'appelle Okuda, et ces patients traités, donc 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 7 years, il n'y a rien. On les a traités trop tôt, ils vivent tout à fait normalement. Donc le paradigme du préventif passe d'abord par le diagnostic précoce au stade asymptomatique, mais aussi passe au stade du traitement au diagnostic initial. C'est-à-dire quand on a un patient qui fait des symptômes et qu'on a fait la première IRM, si on met traitant le patient, il y a des études qui ont été faites sur 15 ans, les patients traités de manière efficace avec le bon traitement peuvent éviter de passer à la progression secondaire ou à l'aggravation. Donc vous voyez que maintenant le diagnostic précoce est capital à telle enseigne que ces patients, quand on les diagnostique précocement et qu'on les traite très tôt, à un certain moment, il y a un gain. Non seulement il y a un gain, s'il n'y a plus de poussée, au bout de 5 ans, s'il n'y a plus de lésions radiologiques, on pense à arrêter le traitement. C'est extraordinaire. Donc, vous voyez que ça, c'est les perspectives d'avenir, à condition de mettre les meilleurs traitements au bon moment. Au bon moment, justement. Vous avez parlé de l'IRM, donc il est important aussi de sensibiliser aujourd'hui aussi les radiologues pour qu'il y ait une formation, peut-être les médecins généralistes. Ce handballeur qui a été orienté directement par un médecin généraliste vers un radiologue pour une IRM, c'est quand même important aujourd'hui. Est-ce que nous avons ces aspects-là? Est-ce qu'ils sont pris en charge de manière à former les radiologues pour pouvoir
pouvoir aller dans cette idée de la prévention. Alors, je peux vous garantir une chose, je vous parle de ma propre expérience. Donc, les collègues radiologues algériens, je peux vous dire, les collègues radiologues algériens, je parle des gens avec qui je travaille, ils sont très sensibilisés depuis une quinzaine d'années. À telle enseigne, il y a une semaine ou 10 jours, j'étais dans un centre d'imagerie à l'hôpital de Tizi Ouzou avec le docteur Houali pour voir une IRM avec lui. Et il y avait une collègue radiologue et on a débattu des nouvelles recommandations des critères diagnostiques de l'IRM de 2024, donc les signes de la veine centrale. Et non seulement j'étais content, mais j'ai appris des choses avec elle. Donc je peux vous garantir que les médecins spécialistes et les médecins algériens sont à la page. Donc après le gros souci de la disponibilité pour pouvoir avoir des diagnostics et des accès à l'IRM très tôt, ça renvoie à un autre problème. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir faire un travail sur les médecins généralistes, c'est le premier point, oui. Donc pour les sensibiliser un plus. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller parce que l'un des paramètres les plus importants dans ce paradigme de prévention, donc le diagnostic précoce, avant d'arriver au traitement, c'est la collaboration, comme vous l'avez si bien dit. Donc, les professionnels de santé qui sont impliqués, le neurologue, le généraliste, le radiologue, le médecin physique, l'urologue. Donc, beaucoup de gens interviennent. Mais le troisième élément, et je pense qu'il n'est pas des moindres, dans ce paradigme préventif, c'est de dire que il faut qu'il y ait de l'équité dans dans le diagnostic. Oui. Parce qu'on s'est rendu compte que les patients qui sont au niveau du Nord arrivent à avoir des diagnostics un peu plus précocement. On le voit dans notre vécu quotidien. Mais les patients qui sont soit dans les régions rurales ou dans les régions du Sud, et je pense que c'est l'occasion pour moi, Madame Pourta, de sensibiliser un peu, c'est de pouvoir aller vers ces régions du Sud ou dans des régions où il n'y a pas d'imagerie ou de spécialistes en neurologie ou en sclérose en plaques, de pouvoir aussi leur permettre de bénéficier de ce grand pas en matière de diagnostic et de traitement. Donc cette équité est l'un des paradigmes aussi sur lequel on insiste au niveau de la Société algérienne de neurologie. Donc on a dit diagnostic précoce, multidisciplinarité ou plusieurs professionnels autour du patient, bien évidemment, mais j'ai envie de dire, ce paradigme préventif s'articule surtout en Algérie sur l'équité des soins, c'est-à-dire ne pas laisser des régions au détriment d'autres du diagnostic, parce que tous les patients peuvent avoir un vécu ultérieur, on va dire, avec une qualité de vie meilleure. Absolument, professeur Daoudi, mais aussi on peut faire quelque chose avec la numérisation, les soins à distance. On peut déjà lire peut-être une IRM à travers les moyens de technologie. Donc ça, on peut éventuellement. C'est vrai que l'intelligence artificielle ça ne remplace pas l'homme. Absolument, l'intelligence artificielle, comme j'adore le dire à mes étudiants, n'a pas d'émotion. Donc l'intelligence artificielle est intéressante sur le plan de la technicité, c'est-à-dire quand vous avez un patient, vous voulez discuter une imagerie, vous voulez discuter des données biologiques, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un outil important et j'ai envie de dire crucial qu'on peut mettre à la disposition de ces gens-là qui sont dans des régions un peu éloignées. Oui, donc on insiste beaucoup sur le diagnostic précoce parce que c'est quand même quelque chose qui va nous éviter beaucoup de problèmes, sachant que c'est un fardeau assez important au plan économique et sociétal. Justement, comment on peut aujourd'hui améliorer ce diagnostic? Vous avez dit qu'il faut qu'il y ait une équité, mais comment on peut l'améliorer? Alors, les campagnes de sensibilisation qui ont été menées depuis à peu près une quinzaine d'années dans notre pays ont fait que maintenant, bon, j'ai pas envie de le dire, on a beaucoup de patients malheureusement dans nos services. C'est bien, dans le sens où ces campagnes ont permis de sensibiliser, et ceci grâce justement au travail de nos collaborateurs des médias. Je pense que vous faites un travail colossal, mais il faut répéter. Et le deuxième élément pour améliorer ce diagnostic précoce, c'est de pouvoir mettre à la disposition aussi des étudiants, des médecins généralistes dans leur cursus des cours ou des conférences de façon régulière pour améliorer cette notion de diagnostic précoce. Et le troisième élément, c'est l'interdisciplinarité, renforcer les liens entre les différentes spécialités, notamment avec ces comités spécialisés et ces RCP pour une meilleure approche et pour justement une décision thérapeutique idoine au bon moment. Absolument. Justement. Et donc on peut dire aujourd'hui que le profil du patient atteint de la sclérose en plaques a changé aujourd'hui en 2025. Ah, merci pour cette question parce que bon, vous allez penser que je suis passionné, mais moi qui ai suivi la sclérose en plaques à peu près depuis maintenant une trentaine d'années, je peux vous garantir
qu'il y a des publications, il y a des travaux qui ont révolutionné le vécu de ces patients. Il y a 30 ans, ces patients-là, on les voyait dépérir sans rien faire sur chaise roulante. Mais c'est juste pour vous montrer, pour vous parler d'une très belle étude italienne qui a comparé les patients qui ont été suivis pour sclérose en plaques à la fin des années 90 jusqu'au début des années 2000 et des années 2000 jusqu'au début des années 2010 et puis de 2010 jusqu'à 2024 où la réduction de l'handicap et de l'invalidité non seulement a été réduite de plus de 60%, mais la qualité de vie de ces patients, avec tout ce que ça peut impliquer comme on va dire, coexistence de comorbidité, donc l'effet sur les infections, l'effet sur les pathologies psychiatriques, mais aussi sur le retentissement sur la vie quotidienne de ces gens-là en matière d'intégration socio-professionnelle. Et même, j'irai plus loin, sur le plan des impacts socio-économiques, parce qu'on a comparé les coûts impliqués dans ces patients qu'on a traités de façon simple ou on va dire de façon standardisée, comparé aux nouvelles approches thérapeutiques, je peux vous garantir que l'effet est beaucoup plus intéressant avec les thérapeutiques nouvelles sur le plan même de la réduction du coût et des moyens d'accompagnement que nécessitent ces patients. D'où l'intérêt de les introduire précocement. Et donc, je pense que le mot-clé aujourd'hui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc cette inflammation focale très précoce justifie d'aller l'attaquer de façon drastique et puissante dès le début. Et ceci nous permettra d'éviter à ces patients de risque de faire d'autres poussées qui est intimement liée à cette progression qui reste notre hantise et la hantise de tous les patients et de leurs parents. Donc chez nous, en Algérie, on peut dire que nous disposons des traitements qui pourraient peut-être nous éviter d'aller sur une chaise roulante, d'éviter à nos patients d'aller sur une... Je peux vous garantir qu'on a des traitements, on n'a pas tous les traitements. Justement, qu'en est-il en termes thérapeutiques? Oui, alors il y a des avancées dans le domaine de la compréhension de cette maladie. Il y a des avancées dans le domaine de la prise en charge de ces patients. Nous ne sommes pas au recul par rapport à ce qui se fait dans les standards internationaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces thérapeutiques de haute efficacité, nous ne les disposons pas toutes en Algérie. Donc, il y a effectivement un travail qui est fait pour les avoir parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la cascade immunitaire et de progression dans la sclérose en plaques nous pousse à aller maintenant vers un traitement à la carte. Parce que les patients, quand on les reçoit, ils sont à différents stades. Et ces différents stades ne semblent pas répondre toutes à la même thérapeutique. Et juste pour vous dire, en 1998, on décrivait 3 formes de sclérose en plaques. En 2013, donc Lublin, on décrivait 6 formes de sclérose en plaques. On est à 15 formes de sclérose en plaques. Donc cette diversité d'expressivité ou de phénotype de cette maladie renvoie probablement à des mécanismes d'action des médicaments qui doivent être différents. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur le plan de l'immunité, on sait qu'il y a un acteur principal immunitaire qui est le lymphocyte B et que cette cible justifie d'avoir des thérapeutiques beaucoup plus efficaces sur cette thérapeutique. Le deuxième élément sur lequel on va anticiper, c'est qu'on sait que maintenant, dans la deuxième phase, il y a une inflammation compartimentalisée, donc au niveau du cerveau, du système nerveux central, du parenchyme, qui implique la microglie. Les nouvelles thérapeutiques, les anciennes thérapeutiques, ne traversent pas très bien cette barrière hématoencéphalique. Donc, elles ont un mode d'action léger. Pas faible, pas non efficace, mais il est faible. Et toutes les nouvelles thérapeutiques qui arrivent maintenant pour les formes évoluées, on a trouvé des médicaments grâce à des études qui sont maintenant reconnues et publiées, qu'on a de nouvelles thérapeutiques qui vont arriver, qui vont traverser cette barrière hématoencéphalique pour permettre à ces patients de rester toujours dans un état de verticalité qui puisse leur permettre d'avoir une vie. On peut guérir de la sclérose en plaques. Bien sûr, il y a une étude qui a été lancée en 2022. Donc, c'est une étude qui est en train de comparer des patients qui ont reçu des traitements pendant une quinzaine d'années, qui n'ont pas eu de poussée, qui n'ont pas eu d'activité radiologique pour voir est-ce qu'on peut arrêter. Pourquoi cette question s'est imposée? Parce que maintenant, vous avez parlé du profil patient. Donc, le profil patient, non seulement il a changé, donc on peut avoir des patients qui vivent tout à fait normalement, mais on a un deuxième profil patient, c'est des patients qu'on a suivis depuis une quinzaine d'années, chez qui on a mis des traitements et qui vont très bien. Et ces patients-là qui avaient 25-30 ans, ont maintenant 50 ans, 55 ans,
ils sont bien, donc il y a une adhérence, une observance au traitement, mais il y a des approches complètement différentes sur le plan du traitement parce qu'après 50 ans, on commence à avoir des comorbidités. On fait du diabète, on fait de l'hypertension artérielle, on devient ménopausé. Donc tous ces paramètres, on doit les prendre en considération parce que ça peut être des épines qui peuvent aggraver une maladie que vous avez déjà stabilisée. Donc tout ça fait que maintenant, le dernier congrès pan-arabe auquel on a été, le principal débat... L'Algérie a été, je crois, retenue. Oui, pour le pan-arabe de 2028, l'Algérie organisera le pan-arabe. Donc un grand merci à toute l'équipe de la Société algérienne de neurologie neurophysiologique. Mais il faut surtout remercier le professeur Toubal qui s'est battue comme une lionne. Elle a été élue. Et elle a été élue vice-présidente du pan-arabe. Donc félicitations. un acquis et particulièrement lors de la réunion, on a débattu justement de ce nouveau profil patient, des patients qu'on a suivis depuis une vingtaine d'années et pour lesquels on doit avoir des réponses sur le plan de la thérapie. Ça fait vraiment plaisir parce que voir un peu la sclérose, l'évolution de la connaissance de cette maladie que nous comprenons mieux maintenant, que les professionnels de la santé comprennent mieux et qu'il y a des traitements qui peuvent justement freiner parce qu'il y a quelques années on nous disait qu'on ne guérit pas de la sclérose en plaques de toutes les façons, on freine un peu l'évolution de la maladie. Donc qu'est-ce qui reste à faire? C'est de sensibiliser encore pour qu'on diagnostique mieux et puis rapidement, pour aussi traiter rapidement. Tout à fait. Alors, dernier mot donc. Le dernier mot, donc cette progression de la sclérose en plaques qui nous fait peur, il y a eu plusieurs études qui ont été publiées. Donc il y a eu une étude en 2018 qui a parlé justement de l'efficacité de la réduction de 25% du groupe de patients en matière de progression. Il y a eu une deuxième étude qui a été publiée et présentée en 2024. Donc là où on a arrêté la progression. Donc vous voyez qu'il y a vraiment de belles choses qui arrivent. Et le mot, j'ai envie de dire, le plus important, c'est de dire aux patients, il faut consulter parce que dès qu'on diagnostique précocement, on peut mettre un traitement très vite. Et mettre le traitement très vite peut modifier la trajectoire de votre maladie. Merci, on termine donc ce podcast avec cette note d'espoir. Peut-être aussi la recherche est déjà sur beaucoup de projets qui pourront... Il y a de la remyélinisation, il y a des antioxydants. Moi, je dis toujours que c'est probablement l'une des maladies qu'on pourra guérir un jour. C'est quelque chose de très très bien aussi. Donc on arrive au terme de ce podcast. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine. Merci. Merci professeur Daoudi. Je vous remercie.